Tu penses connaître les maisons flottantes parce que tu as vu des images des Maldives. Mais ici, les maisons flottent sur des eaux noires. Ici, les enfants naissent sur des pirogues. Les toilettes sont les mêmes que les canaux. Et les codes de survie ne s'écrivent pas. Ils s'apprennent par le ventre, par le silence, par l'attente d'un miracle qui ne vient jamais. Bienvenue à Makoko, une cité sans trottoir, sans adresse, sans mur. Une ville que les cartes ignorent, que les gouvernements évitent, que les riches observent de loin, sans oser regarder vraiment. Ici, 200 000 êtres humains défient chaque jour l'impossible. Ils vivent sans électricité, sans réseau, sans hôpital. Mais ce n'est pas le manque qui choque. C'est ce qu'ils ont construit malgré tout. Car Makoko a ses propres lois, ses propres règles, ses propres codes. Des gestes répétés de génération en génération pour ne pas couler. Un code invisible, transmis sans mots. Il faut l'écouter dans le bruit des pagaies, dans les rires d'enfants qui n'ont jamais touché la terre ferme, dans l'odeur d'un poisson fumé à quelques centimètres d'un égout à ciel ouvert. Alors pose-toi une seule question. Que verrais-tu si le sol disparaissait sous tes pieds? Que ferais-tu si la terre n'était plus une option et que seule l'eau t'acceptait? À Makoko, l'eau décide, l'eau commande, et l'eau ne pardonne rien. Lagos est l'une des villes les plus riches d'Afrique. Une capitale économique saturée de gratte-ciel, d'embouteillage, d'ambition. C'est là que naissent les millionnaires nigérians, que les contrats pétroliers s'échangent en silence, que la modernité s'affiche sur des panneaux lumineux. Mais à quelques kilomètres à peine, dans un angle flou des cartes officielles, un autre monde flotte. Littéralement, Makoko, une ville construite sur l'eau, habitée par des oubliés que l'État préfère effacer. Environ 200 000 personnes y vivent sans route, sans terre, sans mur. Et pourtant, tout fonctionne, d'une certaine manière. À Makoko, il n'y a pas d'électricité, pas d'égout, pas d'internet. Ce que le reste du monde considère comme essentiel n'a jamais existé ici. Alors on apprend autrement. Une autre forme d'intelligence, née de la contrainte, du manque, de la nécessité de survivre. Les enfants y naissent dans des barques, les maisons tiennent sur des pilotis branlants. Et les déchets, rejetés par Lagos, deviennent des fondations. Ici, le sol est une illusion. Le code social n'est pas écrit. Il est appris avec le corps, avec les yeux, avec les gestes. Tu aides ton voisin parce qu'un jour, c'est ta maison qui va dériver. Et toi? Tu réussirais à comprendre ce lieu sans le juger? Tu verrais la misère ou l'adaptation? La saleté ou la stratégie? Ce ne sont pas des bidonvilles. Ce sont des mécanismes de défense. Ce sont des codes de vie. Si tu veux entendre les histoires que personne ne raconte, abonne-toi à cette chaîne. Ce que nous allons te montrer maintenant prouve que, même dans la plus grande pauvreté, il reste une forme de pouvoir. À Makoko, l'eau n'est pas un élément. C'est une condition. Une surface mouvante sur laquelle tout repose. Les maisons, les familles, les choix. Il n'y a pas de trottoir, pas de ruelle. Le sol, ici, flotte. Et parfois, il s'effondre. Les enfants grandissent sur des planches humides, apprennent à marcher sur des passerelles instables, glissent dans des barques avant de savoir lire. Chaque pas est un équilibre entre l'instinct et l'habitude. Et chaque chute peut être mortelle. Le même canal qui transporte les enfants vers l'école, quand il y en a une, sert aussi de toilette commune. On y pêche, on s'y lave, on y jette les restes. Tout circule dans cette eau. La vie, la mort, les maladies, les rires, les larmes. À première vue, c'est l'image parfaite du chaos. Mais si tu regardes mieux, tu verras des codes que personne ne t'a jamais enseignés. Des gestes silencieux qui remplacent les lois. Des règles transmises par le regard, par l'urgence, par le besoin. La dignité ne porte pas toujours de vêtements propres. Parfois, elle a les pieds nus et les mains calleuses, mais elle refuse de plier.
Ce peuple qu'on appelle marginal construit des tours de bois au-dessus des égouts. Il transforme les rebuts de la ville riche en piliers pour leur survie. Ce que la gosse rejette, Makoko le transforme. Est-ce une honte ou une preuve d'ingéniosité? Tu pourrais vivre là, avec ta famille? Tu pourrais regarder ton enfant jouer au-dessus du Nao noir, en espérant qu'il ne tombe jamais? Et si c'était ton unique option, tu ferais quoi? Ce que l'on a vu dans les maisons sur pilotis n'était pas juste de la pauvreté, c'était de la mémoire. Des femmes qui cuisinent au-dessus des déchets, des hommes qui enseignent à ramer avant de savoir écrire, des enfants qui sourient quand même. Tout ça existe, tout ça fonctionne. C'est là que le mot code prend un autre sens, car ce n'est pas seulement une règle de survie. C'est un langage, un symbole. Et au cœur de ce labyrinthe aquatique, là où l'eau remplace le béton, une autre question s'impose doucement. Qui dirige tout ça quand l'État ne veut pas voir? Certains naissent dans le silence d'une salle d'accouchement, d'autres dans le balancement fragile d'une pirogue. À Makoko, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Il y a des enfants, des générations entières, qui n'ont jamais connu le sol. Leur premier pas, c'était sur du bois trempé. Leur première chute, dans l'eau stagnante. Ils ne rêvent pas de gravité, mais d'équilibre. Et ils le trouvent parfois sur une planche qui craque. Elle s'appelle Ireti. Elle est chef de communauté. Une figure respectée dans un monde où la hiérarchie n'a rien d'officiel. Elle dit peu, mais quand elle parle, même les hommes se taisent. Ireti est née ici, sur l'eau, d'une lignée de femmes fortes. Elle a vu des dizaines d'enfants mourir faute de soins. Et pourtant, elle reste. Elle organise, protège, conseille. Elle montre du doigt les zones trop instables, rappelle les règles non écrites. Elle est la mémoire du village. Plus loin, Emeka, un pêcheur de 38 ans, répare ses filets. 3 enfants. Tous nés ici. Il ne se plaint pas. Il dit juste « Je veux qu'ils sachent leurs pattes lire. Mais je n'ai rien à leur donner, sauf mes bras. » Il ramène du poisson, quand la marée veut bien. Sa femme les fait frire sur un brasero posé sur 2 briques, à quelques centimètres d'un courant d'égout. Ce soir, s'ils vendent tout, ils mangeront. Sinon, demain est un autre jour. Et puis il y a cette école. Pas de table, pas de cahier, une planche de bois pour écrire, qu'on frotte avec un chiffon mouillé entre 2 leçons. Le professeur montre les chiffres avec ses doigts. Les enfants répètent, ils rient, ils comprennent. Et c'est là que le monde extérieur se trompe. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien qu'on est vide. Ce n'est pas parce que c'est sale qu'il n'y a pas de beauté. Vous entendez ces voix? Vous les comprenez? Ou est-ce que votre idée de la misère est trop bruyante pour les laisser parler? Car même ici, où les enfants naissent sans papier, où les livres sont un luxe, il y a des récits que personne n'a pris le temps d'écouter. Et dans ces récits, parfois, se cache une vérité plus grande que la nôtre. Une vérité que même l'État refuse d'entendre. Ils courent, pieds nus, sur des planches instables, au-dessus d'une eau noire que d'autres appelleraient une d'égout. Mais eux, ils appellent ça chez eux. Les rires éclatent, parfois noyés par le bruit d'un seau qui tombe ou d'un bateau qui heurte un pilotis. Ce ne sont pas des enfants d'un documentaire triste. Ce sont des enfants réels, vivants, bruyants, drôles. Ils jouent avec ce qu'ils trouvent, transforment un pneu crevé en roue, un bâton en baguette magique. Ils n'ont pas d'écran, mais des histoires dans les yeux. L'école est une cabane posée sur l'eau. Il n'y a ni livre, ni crayon. Juste une planche de bois sur laquelle ils tracent les lettres avec les doigts trempés. Le professeur, une femme jeune aux yeux durs, leur montre comment écrire un mot entier sans rien d'écrit. Elle enseigne par la voix, par la répétition, par la patience. Quand elle parle, ils écoutent avec une intensité rare, comme si chaque mot était une promesse. Peut-être parce qu'il l'est,
Un garçon s'approche. Il a 6 ans. Il récite l'alphabet avec fierté. Il le chante même. Puis il dit « Quand je serai grand, je veux un bateau avec un toit. » C'est ça son rêve. Pas de super-héros, pas de château, un bateau avec un toit. Parce qu'ici, quand il pleut, la pluie entre directement dans les rêves. Et ce qui frappe le plus, ce n'est pas ce qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Ils défient les règles du monde, non pas par révolte, mais par nécessité. Ils apprennent en observant, en imitant, en essayant. Le savoir se transmet sans papier, sans Wi-Fi, mais il se transmet. Et parfois, c'est encore plus puissant. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette réalité? Est-ce l'absence ou ce qu'ils ont réussi à créer malgré tout? Les immeubles brillent au loin, de l'autre côté de l'eau. Ils abritent des sièges d'entreprises internationales, des appartements de luxe, des restaurants où un seul repas coûte ce qu'un pêcheur ici ne gagnera pas en un mois. Là-bas, on parle d'innovation, d'investissement, de croissance. Ici, à Makoko, on parle de marée, de poissons qui fuitent les déchets, de toits qui fuient sous la pluie. À seulement quelques kilomètres de distance, 2 mondes qui ne se regardent jamais dans les yeux. Lagos, ville pétrolière, moteur économique de l'Afrique de l'Ouest. Makoko, silence flottant que même les cartes officielles oublient de dessiner. Il n'y a pas d'électricité ici, mais les tours de Lagos brillent jusque dans la nuit. Il n'y a pas d'égout, pas de route, pas de service public. Pourtant, chaque jour, les habitants de Makoko regardent les hélicoptères gouvernementaux passer au-dessus d'eux, sans jamais s'arrêter. Une femme dit « Ils viennent ici quand ils ont besoin de nos voix. » Puis ils disparaissent. Elle ne crie pas, elle n'en a plus l'énergie. Elle le dit calmement, comme une vérité qui ne blesse même plus. Ce que Makoko reçoit, ce sont les promesses non tenues, les caméras qui ne reviennent jamais, les projets abandonnés avant même d'avoir commencé. Pourquoi les lois, les ressources, les aides s'arrêtent-elles à la rive? Qui a décidé que certains codes devaient rester réservés à ceux qui ont été vus, comptés, validés? Les enfants ici ne votent pas, alors ils n'existent pas. Les familles ici ne paient pas d'impôts, alors elles ne valent rien. C'est ce qu'on semble leur dire chaque jour par l'inaction. Et pourtant, ils ne demandent pas la pitié. Ils demandent la reconnaissance. Pas celle des prix ni des récompenses. Celle de l'existence, juste ça. Être vu, être entendu, être inclus dans un avenir où flotter ne serait plus une punition, mais un choix. Et si, dans ce système silencieux, quelqu'un décidait enfin de parler? Ici, personne ne serre la main pour conclure un contrat. Le respect ne s'achète pas avec des titres ni avec des vêtements bien repassés. Il se construit dans le silence, dans les gestes répétés 1000 fois, dans la manière dont quelqu'un manœuvre sa pirogue sans heurter celle du voisin, dans la façon dont une femme partage son poisson fumé avec une mère qui n'a rien ramené ce matin. Il n'y a pas de hiérarchie officielle, mais chacun sait qui écouter quand la pluie menace d'emporter un toit. Les règles ne sont pas écrites, elles s'apprennent en regardant, en imitant, en répétant. Un garçon de 9 ans apprend à calfeutrer les interstices d'un mur en bois, avec un vieux tissu imbibé d'huile. Ce n'est pas joli, mais c'est juste. Ici, on ne parle pas d'esthétique, mais d'équilibre. Un plafond tordu peut protéger une famille entière si on sait le tendre, avec assez de cordes. Ce n'est pas de la décoration, c'est de la survie. Et pourtant, dans chaque maison posée sur l'eau, il y a une trace de beauté. Un morceau de tissu coloré au-dessus du lit, une photo punaisée dans un coin sec, un coquillage accroché à une corde. Le respect s'ancre dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on transmet. Le vieux pêcheur ne lève jamais la voix, mais personne ne traverse sa zone sans un signe de tête. Une jeune fille ne sait ni lire ni écrire, mais elle connaît les vents, les cycles de la lune et la patience.
Tout ce qui est construit ici porte l'empreinte de ceux qui n'avaient à rien, sauf leurs mains. Et quand tout est fait à la main, chaque planche devient un prolongement du corps, chaque réparation une déclaration muette. Nous sommes encore là. Ils n'ont pas besoin de reconnaissance extérieure pour savoir ce qu'ils valent. Leur code est tactile, intuitif, fluide. Et si vous regardez de très près, vous verrez que dans cet entrelac de pauvreté et d'ingéniosité, il y a quelque chose que même les grandes villes ont oublié. Tu as peut-être vu de la misère, de la boue, des déchets flottants, des enfants pieds nus sur des planches instables. Mais moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu des codes. Pas ceux qu'on enseigne dans les écoles, ni ceux qu'on imprime dans les manuels de survie. Des codes anciens, vivants, transmis sans mots. Un langage de résistance sculpté dans chaque geste, chaque silence, chaque barque qui glisse sans bruit au milieu du chaos. Tu as peut-être vu du désordre. Moi, j'ai vu de l'ordre. Un ordre brut, improvisé, fragile comme une corde tendue, mais solide comme l'intention de ceux qui vivent ici. Ici, les codes ne se traduisent pas. Ils se vivent, ils se respirent, ils se gravent dans la peau de ceux qui n'ont jamais quitté l'eau. Quand le monde détourne les yeux, eux s'organisent, craignent, élèvent leurs enfants sur des planches branlantes, mais pleines de dignité. Et maintenant, pose-toi une question simple. Combien de codes as-tu ignorés aujourd'hui, juste parce que tu n'as pas regardé une seconde fois? Combien de réalités as-tu jugées sans les comprendre? Peut-être que ce que tu appelles chaos est, pour d'autres, la seule forme d'équilibre qu'ils aient jamais connue. Si cette vérité t'a touché, ne la laisse pas couler. Commente, partage, abonne-toi. Parce que la vérité, elle aussi, a besoin de voix pour ne pas sombrer.